Vous êtes allongé dans l'obscurité, comptant les secondes, et n'attendez qu'une chose. Quand est-ce que cela finira enfin? Vous vous crispez intérieurement à la question était bien, parce que vous connaissez le scénario par cœur. Sourire, hocher la tête et mentir. Encore. Vous lui demandez la même chose, juste pour détourner l'attention de votre propre vide. Vous êtes devenu passé maître dans l'art de imitation. Elle actrice principale dans votre propre chambre à coucher, mais la salle est vide. On nous a appris que l'égoïsme est un péché, qu'une bonne épouse doit être sacrificielle et généreuse. Mais Carl Jung nous a laissé une carte qui renverse cette loi morale. Il dit, au lit, votre vertu sociale est votre frigidité. Votre désir d'être bonne est ce qui castre votre nature. Pour ressentir vraiment, vous devez laisser entrer ombre. Nous appelons cela égoïsme sacré. Dans cette vidéo, nous allons commettre un meurtre rituel. Nous tuerons en vous la confortable gentille fille. Vous comprendrez pourquoi votre souci anxieux de son plaisir est la voie vers la mort sexuelle du couple. Vous découvrirez quelle tâche vitale accomplit votre garce intérieure. Et vous verrez un chemin concret vers ce plaisir qu'il est impossible de simuler. Arrêtez de demander la permission de vivre. Cessez d'être commode. Notre plongée dans l'ombre commence maintenant. Arrêtons-nous. Prenons une profonde inspiration. Et honnêtement, sans témoin superflu, regardons ce qui se passe quand la lumière s'éteint. Très souvent, au moment même qui devrait être le sommet de l'intimité, vous ne perdez pas la tête. Au contraire, vous devenez le contrôleur le plus vigilant de la pièce. Vous n'êtes pas une amante, vous vous transformez en une impeccable et infatigable gestionnaire du plaisir d'autrui. Dans votre tête, au lieu du brouillard de la passion, se déroule un calcul infini et épuisant. De quoi ai-je l'air sous cet angle? Mon ventre est-il assez rentré? Est-ce que je respire trop fort? Est-il proche de la fin? Vous mettez en scène un spectacle où le rôle principal est donné à un autre. Et vous n'êtes qu'un décor idéal et vivant, destiné à mettre en valeur sa force. Vous servez de miroir dans lequel il doit se voir comme un magnifique amant. Vous veillez soigneusement à ce que ce spectacle fragile ne effondre pas. Mais quand le rideau tombe et que la respiration se calme, le silence le plus effrayant s'installe. Un silence dans lequel votre corps se sent comme un instrument utilisé, soigneusement posé sur la table de chevet, et votre âme se contracte d'une faim glaciale et perçante. Vous étiez là physiquement, mais vous n'étiez pas là. Écoutez-moi très attentivement. Ce vide perçant à l'intérieur n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas brisé et tout va bien avec votre sensualité. Ce que vous ressentez n'est pas un défaut naturel, mais le résultat un programme d'éducation cruelle, mais incroyablement efficace. Depuis l'enfance, on vous a répété, sois une gentille fille, sois commode, pense d'abord aux autres. On vous a préparé à être la forme idéale pour le contenu de quelqu'un d'autre. On vous a inculqué une métaphore ancienne mais toxique. La femme est un vase, une coupe sacrée qui accepte, contient et préserve. Mais réfléchissez, un vase peut-il éprouver sa propre soif? Un vase n'a pas le droit de vouloir, de saisir ou d'exiger. Un vase attend seulement passivement qu'on le remplisse. Votre froideur n'est pas une absence de feu intérieur. C'est simplement le brillant certificat de votre dressage social. Vous n'êtes pas frigide, vous avez simplement trop bien appris la leçon de abnégation totale. Et ici nous arrivons au paradoxe le plus douloureux, mais le plus dégrisant. Pourquoi les femmes que la société stigmatise comme des garces ou des égoïstes obtiennent-elles souvent non seulement les meilleurs orgasmes, mais aussi l'attachement masculin le plus obsessionnel? C'est une erreur de penser que cela vient de leur mauvais caractère. Le secret de leur victoire n'est pas dans la méchanceté. Le secret est qu'elles sont des sujets. Réfléchissez à cette différence. Tant que vous faites de votre mieux pour être idéale, donneuse et commode, vous vous effacez littéralement de l'équation. Vous vous transformez en personnel de service invisible de votre propre mariage. Tant que vous vous occupez de lui, vous n'êtes factuellement pas dans la pièce. Il n'y a qu'un miroir dans lequel il se regarde. La garce, elle, fait exactement l'inverse. Elle ne sert pas la réalité, elle la plie. Elle remplit tout l'espace de la chambre à coucher. Elle n'apporte pas au lit un service,
mais sa personnalité lourde, avide et vivante. Et C est précisément cette présence que l'homme désire réellement. Il veut rencontrer un élément vivant et impérieux, et non une fonction commode. Pour cesser de servir et commencer à vivre, nous devons quitter le salon lumineux et décent de votre conscience. Nous devons prendre une lourde clé et descendre dans la cave sombre de votre psyché, là où vous avez eu peur de regarder pendant des années. C'est là, tout au fond, que vous avez enfermé votre avidité, votre saine agressivité et votre faim animale insatiable. Vous les avez qualifiées de mauvaises et cachées loin pour rester bonnes. Mais le paradoxe de la guérison est qu'il nous est vital de les rencontrer. Nous devrons descendre là où vous avez enfermé vos démons intérieurs et découvrir avec surprise que ce sont précisément eux les seuls qui savent aimer et sentir véritablement. Le chemin vers le haut passe par la descente vers le bas. Sortons une minute de la métaphysique et regardons vos excuses habituelles et quotidiennes. Comment vous expliquez-vous ce froid? Très probablement, votre liste ressemble à du standard. Je suis juste très fatigué au travail, les enfants ont vidé de toute mon énergie, nos tempéraments ne correspondent pas, ou le classique. Il me manque du romantisme, il allumait des bougies. Vous croyez sincèrement que le problème vient des circonstances extérieures. Vous achetez de la lingerie en dentelle coûteuse, lisez des articles 10 façons de surprendre son mari et attendez les vacances comme un salut. Mais soyons honnêtes, même en vacances, dans l'hôtel le plus luxueux, ce mutisme intérieur voyage avec vous dans la même valise. Les bougies se consument, la lingerie enlève, mais la crispation demeure. Cela se produit parce que votre diagnostic est faux. Vous n'êtes pas fatigué. La fatigue se soigne par le sommeil. Ce qui vous arrive ne se soigne pas par le sommeil. Vous n'êtes pas épuisé, vous êtes bloqué. Toutes vos tentatives pour rallumer étincelle à aide du décor, sont vouées à échec. Parce que vous essayez de soigner une profonde paralysie de l'âme avec un nouvel ensemble de lingerie. Le problème n'est pas dans le décor de votre chambre, ni dans la maîtrise du partenaire. Le problème réside exclusivement dans le rôle que vous avez accepté de jouer. En psychologie analytique, ce rôle étouffant a un nom précis. Carl Jung appelait cela la persona. Imaginez la persona non pas simplement comme un masque qu'on peut enlever à l'entrée. Imaginez-la comme un corset rigide et invisible qui, au fil des années de dressage social, a littéralement poussé dans votre peau. Ce corset, bonne mère, maîtresse de maison, responsable, partenaire fiable, est parfaitement taillé pour le salon, pour la réunion de parents d'élèves, pour le déjeuner dominical avec la parenté. La persona est sûre, elle est socialement approuvée, elle est commode pour tous ceux qui vous entourent. Mais elle possède un défaut fatal. Elle est absolument, désespérément stérile. La tragédie est que la persona est construite sur le contrôle et la prévisibilité. Elle existe pour garder la face. Mais Eros, le dieu du désir, déteste le contrôle. La sexualité est par nature chaotique, humide, irrationnelle et primitive. La persona est une statue de marbre de la vertu, tandis que la passion est une bête sauvage. Une statue ne peut pas éprouver d'extase. Elle ne peut que se tenir debout joliment. Et ici, nous nous heurtons au problème anatomique principal de votre âme. Les Français appellent orgasme, la petite mort. Pour atteindre le sommet, votre moi doit mourir un instant, se dissoudre dans les sensations. Vous devez lâcher la barre et tomber dans abîme. Mais votre persona a une peur panique de la mort. Elle a peur d'avoir air moche, d'émettre un son étrange, de perdre le scénario. Elle s'accroche au contrôle comme un naufragé à un débris de navire. Retenez cette loi. Il est impossible d'éprouver la petite mort de l'orgasme si vous avez une peur panique de perdre la face, même pour une seconde. Tant que la bonne épouse monte la garde, la femme en vous reste paralysée. Et maintenant, arrêtez-vous. Tout de suite. Je vous demande de faire une pause, non pas dans la vidéo, mais dans votre agitation intérieure. Regardez-moi dans les yeux et répondez à une question cruelle mais nécessaire. Rappelez-vous un moment, n'importe quel moment de la dernière année, où vous avez désiré quelque chose avidement. Pas où il aurait été pas mal d'obtenir, mais où vous avez eu soif jusqu'au tremblement. Et vous l'avez simplement pris, sans demander, sans regarder autour, sans scanner l'humeur des autres au préalable, sans sourire d'excuses. Pouvez-vous vous rappeler un tel moment?
Probablement pas. Rappelez-vous plutôt un dîner de famille ordinaire. Il reste sur l'assiette le dernier morceau de gâteau, le plus beau. Votre bouche se remplit de salive, vous le voulez. Mais que fait votre main? Elle ne se tend pas vers l'assiette. Au lieu de cela, votre bouche prononce la phrase sacramentelle de la bonne fille. Quelqu'un veut finir? Peut-être toi, chérie? Ou les enfants? Vous sacrifiez votre désir à la politesse, avant même d'avoir eu le temps de le réaliser. Et maintenant, comprenez une chose terrible. Votre psychéenne a pas de cloison. Vous ne pouvez pas être une nonne sacrificielle à la cuisine et une prédatrice avide dans la chambre à coucher. C'est le même mécanisme. Si vous ressentez de la culpabilité pour un morceau de dessert en trop, comment pouvez-vous vous permettre de prendre une ressource aussi énorme, égoïste et qui secoue tout le corps que l'orgasme? Vous ne prenez pas le gâteau. Vous ne prenez pas le plaisir. Vous avez simplement l'habitude d'avoir faim. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, nous devons nous éloigner de la table de cuisine et regarder les plans de la nature humaine elle-même. Carl Jung nous a laissé la description une loi qui régit tout le vivant. La loi de inévitable polarité. Dans la nature, il n'y a rien d'unilatéral. Un aimant ne peut pas avoir seulement un pôle positif. Un arbre ne peut pas tendre sa cire vers les cieux si ses racines ne plongent pas profondément dans la terre. La psyché exige l'équilibre avec la même implacabilité cruelle que la physique exige la gravité. Et c'est précisément là que se cache l'erreur fatale de votre stratégie d'être bonne. Plus vous polissez avec zèle votre lumineuse persona, plus votre douceur diurne, votre docilité et votre sainteté sont impeccables. Plus la tension au pôle opposé devient monstrueuse. La sexualité est par nature une énergie de capture, d'invasion, d'agression et d'égoïsme. Elle ne vit pas dans le monde des sourires polis. Et si vous chassez ces qualités sombres de votre personnalité, elles ne disparaissent pas. Elles entrent simplement dans la clandestinité, formant votre ombre. Retenez cette formule comme une loi de conservation de l'énergie. Plus l'auréole de votre vertu brille fort et pur le jour, plus les ombres accumulent, denses et froides, au pied de votre lit la nuit. Cette garce intérieure que vous avez si peur de devenir est pas une ennemie. C'est un contrepoids nécessaire et salvateur, sans lequel toute la construction de votre âme effondrera inévitablement dans la névrose. Nous approchons du saint des saints de la pensée jungienne, d'une vérité qui peut sembler effrayante. Mais c'est précisément en elle qu'est cachée la clé de votre libération. Vous avez l'habitude de penser que le sexe est le prolongement de l'amour, de la tendresse et du soin. Mais au fond de sa nature, Eros a rien à voir avec la civilisation. Eros est pas la douce lumière des bougies. C'est un incendie de forêt. Ce que nous appelons l'ombre érotique est cette partie de votre âme qui ne connaît pas les bonnes manières. C'est cette femme ancienne et sauvage en vous qui ne veut pas faire l'amour, mais posséder, engloutir, mordre et être prise. C'est l'instinct du prédateur que nous cachons pudiquement derrière les rideaux de dentelle des convenances. Carl Jung a prononcé une phrase terrible mais grande. « Nul arbre ne peut pousser jusqu'au ciel si ses racines naines atteignent pas l'enfer. » Réfléchissez-y. Votre hauteur spirituelle et émotionnelle, vos cieux, dépendent directement de la profondeur à laquelle vous êtes prête à plonger dans votre enfer personnel et animal. Votre problème est que vous essayez d'installer votre orgasme dans le paradis de votre persona, dans un endroit propre et lumineux où vivent les bonnes filles. Mais l'orgasme ne vit pas là. Il étouffe dans la stérilité. Votre point culminant de plaisir habite dans le monde en bas, dans le monde des ombres, de la boue, de la sueur et de l'absence de contrôle. Votre orgasme ne prie pas, il grogne. Et il exige que vous descendiez du piédestal de la sainte directement dans la boue de l'existence animale. C'est ici que naît le concept d'égoïsme sacré. C'est un paradoxe qui fait exploser le cerveau. Pour rencontrer véritablement le partenaire, vous devez oublier son existence pour un temps. Vous devez fermer les yeux, désactiver empathie et partir au fond de vos sensations. Vous devez devenir absolument, totalement égoïste pour atteindre cette source d'énergie qui vous fera exploser tous les deux. On ne peut pas tomber dans l'abîme en se tenant par la main et en demandant poliment « Es-tu bien installé pour tomber, chérie ?» Vous devez lâcher le contrôle.
Ce N est que lorsque vous cessez de vous soucier de lui, que vous devenez capable de lui donner ce qu'il désire le plus. Votre force nue, frénétique et primitive. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Anna. Anna était ce que la société appelle une femme trophée. Mère idéale de 2 enfants, brillante logisticienne du chaos familial, épouse qui savait toujours où se trouvaient les chemises propres. Mais chaque nuit dans la chambre, elle avait l'impression de prendre son 2e quart à l'usine. Pendant 10 ans, elle a été un miroir impeccable pour son mari, gémissant aux bons endroits, bougeant en rythme avec ses désirs et ayant une peur panique de faire quelque chose de moche. Elle était morte et elle le savait. Le point de bascule s'est produit un mardi ordinaire, au milieu du scénario habituel et mécanique. Quelque chose s'est rompu en Anna. La nausée de sa propre simulation est devenue insupportable. La voix de la bonne fille dans sa tête chuchotait « Patiente, bientôt tout sera fini ». Mais soudain, des profondeurs de cette même cave, une autre vague est montée. C'était de la colère. De la colère de mourir de faim à son propre festin. Pour la première fois en 10 ans, elle ne s'est pas adaptée à lui. Elle a arrêté sa main, brusquement, grossièrement. Ses doigts se sont enfoncés dans son épaule avec une force qui a fait blanchir ses jointures. À l'intérieur d'elle, tout s'est contracté de terreur. Maintenant il va se vexer, maintenant il va dire que je suis égoïste. Mais au lieu d'excuses, ce N n'est pas un doux murmure qui est échappé de sa gorge, mais un ordre bas et impérieux. Ne bouge pas, tais-toi, je veux comme ça. Elle n'a pas demandé la permission, elle a simplement pris ce qui lui appartenait. Anna a ouvert les yeux, s'attendant à voir du dégoût sur le visage de son mari. Mais ce qu'elle a vu, elle, a bouleversé jusqu'au fondement. Ses pupilles avaient été dilatées à l'extrême. Il la regardait non pas comme une épouse commode, mais comme une catastrophe naturelle soudaine, effrayante et délicieuse. À cette seconde, Anna a compris. Toutes ces années, il ne voulait pas sa soumission. Il mourait d'ennui avec la bonne fille. Il attendait qu'elle entre enfin dans cette pièce. Elle, vivante, affamée et effrayamment réelle. Elle, histoire de Anna, peut provoquer en vous non seulement de l'inspiration, mais aussi une peur froide et collante. Au fond de l'âme remue une pensée traîtresse. Elle a eu de la chance. Mais si je fais ça, si je cesse d'être commode, on va simplement me quitter. Cette peur est la racine la plus profonde de votre problème. Vous vivez avec la conviction que l'amour est le paiement pour votre bonne conduite. Vous êtes persuadé que le partenaire n'aime pas vous. La vraie, la complexe, elle, avide, mais ce masque commode que vous portez. Et vous avez peur que si le masque tombe, il verra un monstre en dessous. C'est précisément pour cela que vous choisissez l'imitation. Soyons extrêmement honnêtes. Vous pensez qu'en simulant le plaisir, vous faites preuve de sollicitude. Vous pensez que vous préservez son ego masculin. Mais dans le langage de L inconscient, L imitation N est pas de la sollicitude. C est une forme sophistiquée d'arrogance et de trahison. Quand vous faites semblant, vous lui dites en fait « Tu n'es pas assez bon pour me donner ça pour de vrai. Tu n'y arriveras pas. C'est pourquoi je préfère jouer une pièce pour que tu te calmes. » Vous l'excluez de la réalité. Vous vous enfermez dans votre tête, le laissant interagir avec un fantôme. Retenez cette vérité cruelle. Quand vous simulez, vous le laissez seul au lit avec une actrice. Ce n'est pas de la sollicitude. C'est la solitude la plus profonde à laquelle vous puissiez le condamner. Votre égoïsme, votre capacité à plonger dans vos sensations et à l'oublier, est, paradoxalement, la forme suprême de confiance. Quand vous vous permettez de décoller, c'est comme si vous disiez « Je me sens tellement en sécurité avec toi que je peux me permettre de perdre le contrôle ». Un homme N n'a pas besoin de votre mensonge poli. Il a besoin de votre vérité, même si cette vérité exprime par un grognement animal et non par un beau gémissement. Seule votre honnête avidité fait de lui un vrai homme, capable de rassasier cette soif. Nous sommes arrivés à la ligne où finit la théorie et où commence votre vérité personnelle. Et maintenant, je veux vous proposer une expérience. Imaginez que pour 1 minute, nous avons éteint la lumière de la morale publique. Il n'y a personne dans cette pièce qui pourrait vous juger. Pas de parents, pas d'amis, pas de critique intérieure. Il n'y a que vous et votre vraie nature.
Fermez les yeux et répondez-vous honnêtement. Si vous saviez que C est absolument sûr et que vous ne serez pas rejeté, que feriez-vous là tout de suite? Peut-être que votre ombre veut le pouvoir absolu, qu'il reste immobile pendant que vous prenez ce dont vous avez besoin? Ou peut-être que votre ombre a soif de soumission? Que quelqu'un de fort vous enlève enfin le poids de la responsabilité de chaque mouvement? Ou peut-être que votre mot est silence? Peut-être voulez-vous que tous les mots disparaissent et qu'il ne reste que le corps? Ou est-ce le mot faim, le désir d'engloutir, de mordre, de laisser une marque? La psychologie connaît une loi ancienne. Ce qui est nommé par son nom cesse de nous diriger depuis l'obscurité. Tant que vos désirs sont sans nom, ils vous effraient. Dès que vous leur donnez un nom, ils deviennent votre force. Je vous invite à faire un premier pas, petit mais révolutionnaire, vers l'acceptation de votre intégrité. Descendez maintenant dans les commentaires. Vous n'avez pas besoin d'écrire vos mémoires ou de révéler les détails de votre vie intime. Nous sommes ici pour créer un cercle sûr d'initiés. Écrivez simplement un mot, un seul nom commun qui décrit ce que veut réellement votre femme intérieure. Écrivez « pouvoir » ou « paix » ou « jeu » ou « avidité ». Faites-le non pas pour les algorithmes de YouTube, ni pour moi. Faites-le pour vous. Au moment où vous appuierez sur le bouton « Envoyer », vous légaliserez physiquement cette partie de vous dans le monde réel. Vous verrez des centaines d'autres mots d'autres femmes et comprendrez. Vous n'êtes pas seul dans votre obscurité. Écrivez ce mot. Faites-le sortir de la cage de votre silence, au moins dans la ligne des commentaires. Je vous y attends. Maintenant, je vous demande de regarder votre douleur, votre frustration et votre froideur avec des yeux complètement différents. Cessez de voir cela comme un diagnostic médical. Cessez de courir après un remède. Ce que vous ressentez, cette irritation sourde, cette mélancolie après le sexe correct, ce N n'est pas le symptôme d'une maladie. C est quelqu'un qui frappe à la porte. Dans la psychologie jungienne et les mythes anciens, il y a un nom pour cette force qui vous empêche de dormir maintenant. Elle s'appelle Lilith. La légende dit qu'elle fut la première femme, créée de la même argile qu'Adam, égale à lui en force. Elle est celle qui a refusé de s'allonger dessous, refusé d'être une côte obéissante, refusé de se diminuer pour le confort de l'autre. Elle est, elle, archétype de la féminité insoumise, sauvage, souveraine et furieuse. Ce que vous appelez votre névrose ou problème est en réalité la voix de Lilith, emmurée dans les fondations de votre vie prospère. Elle agite dans la cage de votre gentille fille, elle secoue les barreaux de votre cage thoracique. Elle crie non pas parce qu'elle veut détruire votre famille, mais parce qu'elle étouffe. Vous avez passé des années à essayer d'étouffer cette voix, à essayer d'endormir cette sœur sombre avec de la valériane, des méditations et des cours de féminité. Mais vous ne pouvez pas endormir le feu. Votre tâche n'est pas de guérir de Lilith. Votre tâche est d'ouvrir le verrou. Cette douleur n'est pas une maladie. C'est votre sœur sauvage intérieure qui martèle la porte de la cave, exigeant qu'on la laisse enfin entrer au festin de la vie. Cessez de tenir la défense. Elle n'est pas venue vous tuer, mais insuffler la vie dans votre corps nécrosé. Mais faisons descendre Lilith des cieux mythologiques vers votre cuisine tout à fait réelle, encombrée de vaisselle sale. Parce que le plus grand mensonge auquel vous croyez sonne ainsi « Mon sexe est aucunement lié à mon quotidien ». Vous pensez que la chambre à coucher est une île isolée. C'est une erreur monstrueuse. Votre libido n'est pas une ampoule électrique qu'on peut allumer un claquement interrupteur pile à 22 ans dès que vous avez couché les enfants. Si de 7 heures du matin à 10 heures du soir vous avez existé en mode servante soumise, servie, essuyée, fait plaisir, anticiper les désirs et garder le silence, vous ne pourrez physiquement pas vous transformer en une seconde en reine impérieuse. La psyché a une inertie. Vous ne pourrez pas gémir de plaisir la nuit si toute la journée vous avez serré les dents de patience. C'est pourquoi votre chemin vers l'orgasme ne commence pas par l'achat de lingerie en dentelle, mais par la maîtrise d'une technique dure mais salvatrice, que j'y appelle le non-royal. À l'égoïsme au lit se paie avec l'énergie que vous avez économisée le jour. Vous devez comprendre l'économie cruelle de votre corps. Votre ressource est finie. Si vous vous êtes distribué sans reste aux enfants, aux maris, aux collègues et au quotidien, alors au moment où la tête touche à l'oreiller,
Vous êtes une enveloppe vide et pressée. Vous n'avez rien à donner et, ce qui est encore plus important, vous n'avez rien avec quoi prendre. Pour dire un oui fort, avide et humide à votre plaisir, vous êtes obligé d'apprendre à dire un non froid et ferme à tout ce qui vous épuise. Non, je ne vais pas réchauffer ton dîner. Tu y arriveras tout seul. Non, je n'irai pas chez maman ce week-end. Non, maintenant je m'occupe de moi. Ce N n'est pas de la cruauté. C et L, accumulation de capital pour votre nuit. Cessez d'être un meuble commode dans votre propre maison. Les meubles ne font pas L amour. Les reines ne servent pas le personnel. Les reines règnent sur leur temps pour avoir la force de régner dans leur chambre à coucher. Et maintenant, analysons la phrase la plus provocante de la couverture de cette vidéo. Utilise-le comme une chose. Je sais, votre moraliste intérieur sonne l'alarme. Comment est-ce possible? C est une personne, mais C est là que réside le secret. Pour trouver la liberté, vous devez pour un temps cesser d'interagir avec sa personnalité et commencer à interagir avec son corps. Je vous propose une expérience concrète. La prochaine fois que vous vous retrouverez au lit, concluez avec vous-même un contrat mental pour exactement 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, vous vous déchargez complètement, totalement de la responsabilité de ces sentiments. Vous éteignez dans votre tête les questions. N'est-ce pas dur pour lui? Ne s'ennuie-t-il pas? Cela lui plaît-il? Pendant ces 10 minutes, vous changez d'optique. Imaginez qu'il n'est pas votre mari, pas le père de vos enfants et pas une bonne personne. Imaginez qu'il est un appareil biomécanique de haute technologie, créé par la nature dans un seul but utilitaire. Extraire le maximum d'endorphines de votre corps. Il est un vibromasseur avec un pouls. Il est un appareil de musculation pour votre extase. Il est un outil. Vous pensez que cela humilie l'homme. Vous vous trompez. Cela le libère. Les hommes sont mortellement fatigués de résoudre les rébus des gentillesses filles qui ne savent pas elles-mêmes ce qu'elles veulent. Quand vous commencez à l'utiliser comme une chose, vous lui offrez la clarté. Il n'a plus besoin de deviner. Vous dirigez avec votre corps, vous orientez, vous exigez. Vous le transformez d'un invité perdu en une fonction utile. Permettez-lui d'être simplement un outil entre les mains du maître. Croyez-moi, l'outil ne se vexe pas. L'outil rêve et d'être utilisé selon sa destination à pleine puissance. Alors arrachons une fois pour toutes de sur vous cette étiquette enfantine et imposée de mauvaise fille. Écoutez-moi, vous n'êtes pas corrompue, vous n'êtes pas méchante, vous êtes simplement enfin devenue adulte, parce que seul l'enfant cherche l'approbation. La femme adulte cherche la satisfaction. Ce que les gens effrayés appellent être une garce est en réalité simplement une autonomie mature. Garce N est pas une insulte qu'il faut laver avec des larmes. C est le titre honorifique D, une femme qui a cessé de excuser D, occuper de la place dans L espace. C est une femme qui connaît le vrai prix de son temps, de son corps et de son extase, et elle refuse de les vendre au rabais pour le confort d'autrui. Être une garce signifie avoir l'audace inouïe de placer son « je veux » énorme, inconfortable et pulsant au-dessus du « il faut » social sacré. C est un acte de rébellion contre la grisaille. Autorisez-vous cette avidité. Avidité de sensations, de pouvoir, de profondeur, de vie. Votre capacité à vouloir est la seule preuve que vous êtes vivante. Et n'ayez pas peur d'être trop. Ayez peur de vivre votre vie sans jamais avoir su de quoi votre corps est capable quand on lui permet d'être libre. Vous avez droit à votre faim. Vous avez droit à votre morceau de gâteau. Vous avez droit à votre orgasme. Nous avons parcouru un long chemin à travers les labyrinthes de la honte pour arriver à une vérité simple mais rayonnante. On nous a appris que l'amour est un sacrifice. Mais Jung nous rappelle, vous ne pouvez pas abreuver autre à partir d'une coupe vide. La véritable intimité N n'est pas la fusion de deux moitiés effrayées, mais la rencontre de deux univers puissants et intègres. Comprenez l'essentiel. Votre égoïsme sacré N n'est pas un vol envers le partenaire. C'est le plus grand don pour lui. Quand vous vous choisissez, quand vous plongez dans votre plaisir, vous cessez d'être une fonction commode et devenez un élément vivant. Vous ne lui offrez pas votre soumission stérile, mais votre passion primitive. Votre plaisir sincère et frénétique est la meilleure prière que vous puissiez élever dans le temple de vos relations. Imaginez cette nuit. Elle viendra, peut-être pas demain, mais elle est inévitable si vous poursuivez ce chemin.
La nuit où vous éteindrez la lumière et comprendrez soudain que vous n'avez plus rien à cacher et personne à imiter. La question humiliante et anxieuse. Tu aimes disparaîtra, la peur de faire quelque chose de travers se dissoudra. Dans cette nouvelle obscurité résonnante, il n'y aura plus de place pour le mensonge poli. Il ne restera que l'honnêteté de la peau, la lourdeur de la respiration et la liberté absolue. Vous vous autoriserez à être mauvaise pour enfin vous sentir vivante. Ce sera le moment où deux personnes effrayées, S efforçant d'être correctes, quitteront la chambre à coucher et où ne resteront que deux bêtes affamées, S étant enfin trouvées dans le silence. Et sachez-le, ce N est pas seulement votre bataille. En ce moment même, dans des milliers de chambres à coucher à travers le monde, des femmes se réveillent du long sommeil de la commodité. Nous sommes peut-être la première génération qui apprend non pas simplement à servir, mais à vouloir. Nous apprenons à revendiquer des droits sur notre corps, non pas comme sur un outil pour la procréation ou le plaisir du mari, mais comme sur une source sacrée de notre propre joie. Vous n'êtes pas seul dans cette obscurité. À côté de vous se tient une armée invisible de sœurs qui, elles aussi, en ce moment même, serrant les dents, apprennent à dire non à la dette infinie et un oui calme et timide à elles-mêmes. Nous apprenons toutes ensemble à allumer notre propre feu que plus personne n'a le droit d'éteindre. Si vous sentez que vous êtes prête à cesser de nager à la surface sûre et que vous voulez plonger tout au fond, restez avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne, mais je dois vous prévenir. Ici, vous ne trouverez pas de conseils pour devenir une bonne épouse ou une femme idéale. Ici, nous ne enseignons pas à être commode. Nous enseignons à être intègre. Nous explorons ces coins sombres de l'âme où les autres ont peur de regarder. Parce que nous savons, c'est et précisément là qu'est caché votre or. Ce chemin N est pas pour tout le monde, mais seulement pour celles qui ont rassemblé le courage de se rencontrer elles-mêmes, les vraies. Bienvenue dans le cercle des chercheurs. À bientôt dans l'abîme.